Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La réponse de l'armée tchadienne face à l'insécurité alimentaire, elle s'est lancée dans la production agricole en exploitant plus de 250 hectares de sorgho et de légumes, une initiative qui semble séduire au sein de la population. L'Afrique face aux défis du changement climatique. Pour réduire l'impact de cette problématique sur l'agriculture, l'initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine a vu le jour pour améliorer entre autres la gestion des sols. Et puis, focus sur le mondial U17 féminin. À quelques mois du coup d'envoi de la compétition, la FIFA a publié la liste des arbitres sélectionnés. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, direction l'Afrique du Sud, où le président Cyril Ramaphosa était face aux parlementaires ce mardi 30 août. En visioconférence, le chef de l'État est revenu sur l'affaire de cambriolage qu'il aurait tenté de dissimuler. D'après des accusations énoncées par l'ancien chef de renseignement Arthur Fraser, des cambrioleurs se seraient introduits dans une propriété appartenant au président et auraient trouvé l'équivalent d'un peu plus de 3 millions d'euros en espèces, une somme importante que le chef de l'État n'aurait pas déclarée. Interrogé sur le sujet, le président s'est dit prêt à s'expliquer et à coopérer. Il a cependant refusé de donner plus d'éléments concernant ce dossier. Il a indiqué, je cite, que la réponse la plus appropriée de mon côté est que la loi suit son propre cours. Quelle solution face à la crise alimentaire qui gangrène le Tchad? Pour soutenir la population, l'armée a décidé de se lancer dans la production agricole. Dans le centre du pays, elle exploite plus de 250 hectares de sorgho et de légumes. Avec cette initiative, l'armée espère ainsi réduire la facture des importations de céréales. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, l'armée s'investit dans la production agricole pour contribuer à lutter contre l'insécurité alimentaire. C'est le cas du génie militaire de la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État qui exploite cette année plus de 250 hectares de sorgho et de légumes au centre du pays. En visite sur le terrain pour encourager les troupes, le général Issa Mina estime que les exploitations de l'armée pourraient contribuer à réduire les importations alimentaires qui coûtent cher à l'État. L'importation des céréales nous coûte excessivement cher vu que notre pays est enclavé. Pour sortir de cette situation de dépendance, nous devons travailler nos terres fertiles et irrigables. Nous avons du potentiel agricole naturel qui n'attend qu'à être exploité. L'armée veut montrer l'exemple et prouver aux citoyens que nous pouvons produire sur place tout ce que nous importons. Nous devons faire plus chaque année pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Quelques défis de modernisation des exploitations s'imposent sur le terrain, notamment la clôture des périmètres agricoles et la production des canalisations pour évacuer l'eau si jamais les champs sont inondés. L'armée prévoit également l'installation des générateurs de pompage d'eau pour les productions de contre-saison. Pour le directeur du génie militaire, le colonel Adoum Barkaï, l'exploitation de la production se fera avec le soutien des populations locales. Nous sommes ravis que l'entente entre les populations locales et les militaires se passe très bien dans les exploitations. Nous remercions le président de la République et le directeur général de la DGSIE qui a dépêché le général Issa Mina pour s'enquérir de nos problèmes et nous apporter le soutien moral et matériel. Mes remerciements aussi aux autorités locales. Pour rappel, le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamad Idriss Déby, l'armée n'est pas dédiée uniquement à la guerre, même si sa vocation première est de défendre le territoire national. Elle contribue également à résoudre des problèmes dans tous les domaines de la vie nationale au profit des citoyens. Dans le reste de l'actualité, plus de 25 000, c'est le nombre d'enfants qui sont toujours portés disparus sur l'ensemble du continent. Des chiffres alarmants divulgués ce 30 août par le Comité international de la Croix-Rouge à l'occasion de la Journée internationale des personnes disparues. Le CICR précise par ailleurs que sur les 64 000 cas de personnes disparues recensées, 40% sont des enfants. Mais pour l'institution, ces statistiques, je cite, ne reflètent pas toute l'ampleur d'un problème humanitaire à la fois tragique et souvent négligé. L'une des raisons de ce fléau, selon la Croix-Rouge, les conflits armés actifs qui sont au nombre de 35 sur le continent.
La semaine africaine du climat se poursuit au Gabon. Invitée à participer à ce rendez-vous, la fondatrice et présidente de l'ONG Désir d'avenir pour la planète, Ségolène Royal, en a profité pour lancer un message adressé aux pays développés. L'ancienne ministre française demande un transfert des technologies des énergies renouvelables en faveur de l'Afrique. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Ségolène Royal, invitée spéciale à cette semaine africaine du climat, dénonce l'injustice des pays développés qui traînent à mobiliser le financement de 100 milliards de dollars par an des pays en développement victimes de la pollution de la planète orchestrée par les pays industrialisés, comme cela avait été décidé lors de la conférence des parties COP21 en 2015 à Paris. L'ancienne ministre de l'Environnement de la France et présidente de la COP21 appelle au transfert des technologies des énergies renouvelables aux continents émergents. Et ce qu'on observe, c'est que le continent africain n'est pas responsable du dérèglement climatique, puisqu'il n'a pas eu accès aux énergies fossiles pour faire sa révolution industrielle. Et donc, ce sont les pays industrialisés qui ont pollué la planète, disons pour aller vite. Donc aujourd'hui, si l'on veut faire la justice climatique, il faut transférer les technologies des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique au continent émergent pour qu'il puisse garder sur son sol la valorisation de ses propres ressources, du sol et du sous-sol. C'est ça le combat pour la justice climatique. L'ancienne ministre de l'Environnement avait publié un livre intitulé « Manifeste pour une justice climatique » en avril 2017, au lendemain de la conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques organisée par la France. Dans cet ouvrage, Ségolène Royal appelle les dirigeants et les décideurs africains à parler d'une même voix afin de rendre leurs actions efficaces. Chacun peut agir là où il est. C'est que les dirigeants maintenant ne doivent plus tergiverser et que souvent les populations sont en avance par rapport à ceux qui décident. Donc il faut que ceux qui décident, ils se mettent ensemble. Vous voyez, le public, le privé, les entreprises, les territoires, etc. Et travaillent concrètement, c'est-à-dire identifient les projets, même si au départ c'est modeste, les réalisent, et c'est en voyant que les choses se font. Par exemple, si dans un petit quartier d'une ville, il y a 10 maisons qui mettent un panneau solaire sur leur toit, et puis tout d'un coup les ampoules s'allument, y compris la nuit, les autres auront envie, et je pense que c'est par l'imitation, l'émulation, que les choses peuvent avancer. C'est par l'Afrique que le combat climatique sera victorieux. Ce défi est plus qu'un devoir, c'est une nouvelle chance pour l'Afrique et ses partenaires, une nouvelle chance pour le développement durable, une nouvelle chance pour la planète tout entière, selon la présidence de l'ONG Désir d'avenir pour la planète. Et alors que le défi urgent du changement climatique est au cœur des échanges à Libreville, focus sur l'initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine. Son objectif, soutenir les agriculteurs africains affectés par ce phénomène. L'initiative propose notamment de mettre en place des projets agricoles en vue d'améliorer entre autres la gestion des sols pour qu'elle soit pleinement opérationnelle. Josepha Sako, la commissaire à l'économie rurale et à l'agriculture de la Commission de l'Union africaine, a appelé les États africains à adapter leur budget. Deva Panzou. Le continent africain est fortement affecté par les changements climatiques. Les dérèglements météorologiques observés dans différents pays ont un impact négatif, notamment sur l'emploi des jeunes et sur le défi de l'insécurité alimentaire, aujourd'hui menacée à plusieurs niveaux. On a des problèmes de sécheresse, on a des problèmes d'inondations, on a des problèmes vraiment très graves de changement de la météorologie au niveau dû au changement climatique. Donc, nos États dépensent beaucoup d'argent pour aller dans des conférences et tu sors de conférences, quels sont les résultats? L'Afrique continue à souffrir. La population africaine démographiquement continue à augmenter. Et nous ne donnons pas la chance à la jeunesse d'avoir d'opportunités d'emploi. L'Union africaine a désigné l'année 2022 comme l'année de la nutrition pour l'Afrique, avec pour priorité de renforcer la résilience nutritionnelle et la sécurité alimentaire sur le continent africain. L'initiative de l'adaptation pour l'Afrique a été lancée lors de la COP21 en 2015 à Paris par les chefs d'État africains dans le but de résoudre le problème du déficit de financement de l'adaptation au changement climatique. On a l'initiative africaine pour l'adaptation. Et ça, c'est son Excellence, Monsieur le Président Ali Omdimba, qui est notre champion, notre coordinateur de cette initiative, qui a été soutenue par le Royaume de Maroc.
On a déjà lancé cette initiative. Mais la question, pourquoi est-ce que cette initiative n'est pas, opérationnalisée? Les grands contributeurs, les pays industrialisés, ils se sont engagés à contribuer 100 milliards de dollars pour aider ce programme de l'adaptation. Nos États, nos gouvernements, aujourd'hui, doivent mettre dans des rubriques de leur budget les problèmes de l'adaptation. D'ici 2050, les coûts d'adaptation de l'Afrique pourraient atteindre 100 milliards de dollars par an, d'après une étude publiée en 2014 par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Le changement climatique menace la croissance économique des États africains et entrave le progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable. Deva Ponzou, depuis Libreville au Gabon, pour Africa 24. Nous partons à présent à la découverte du parc national de Loango, situé sur le littoral gabonais. Ce site qui s'étend sur une superficie de 155 000 hectares est particulièrement connu pour la richesse de son écosystème. Les visiteurs peuvent notamment apprécier sa faune luxuriante, constituée entre autres d'éléphants. Notre correspondant Narcisse Oum nous en dit plus. Situé sur le littoral gabonais à 300 km au sud de la capitale économique Port-Gentil, le parc national de Loango abrite une flore et une faune exceptionnelles. Ces 155 000 hectares de forêt, de savane, de plages et de lagunes sont peuplés par une faune abondante. Résultat de la rencontre opportune entre l'océan Atlantique et la forêt tropicale, le parc national de Loango est une véritable merveille. Le Gabon a une population un cheptel de 60 000 éléphants, donc le plus grand cheptel d'éléphants de forêt du monde. Et Loango a une grande concentration de ces éléphants. Et la particularité de Loango aussi, c'est qu'on est dans des paysages qui sont des paysages uniques, entre lagunes, entre forêts, entre savanes. Son paysage se singularise par l'interconnexion d'une variété d'écosystèmes, océans, lagunes, savanes côtières et forêts secondaires. Dans tout cela, on a des animaux qui font un brassage parfait entre les animaux aquatiques, les animaux de forêt. Et vous avez donc tout cela qui crée une ambiance particulière. C'est comme un écosystème particulier et magique relativement protégé. C'est donc un écosystème qui est représentatif de la dynamique de conservation que l'on veut porter au Gabon. Dans ce milieu hétérogène se meuvent aussi bien les grands mammifères du monde que les reptiles, les espèces aquatiques et une multitude d'oiseaux typiques des zones côtières. C'est à Loango qu'il vous sera donné d'observer le plus grand mammifère terrestre et le plus grand mammifère marin au même endroit. Loango offre beaucoup de possibilités d'activité et surtout de dépaysement. Narcisse Oum depuis Port-Gentil au Gabon pour Africa 24. L'actualité sportive à présent avec un point sur la Coupe du monde féminine de football des moins de 17 ans. La compétition qui doit démarrer le 11 octobre prochain réunira 16 nations. À l'approche de ce rendez-vous, la FIFA a dévoilé ce 30 août la liste officielle des arbitres. On fait le point avec José Douglas. La Coupe du monde féminine U17 de la FIFA a lieu tous les 2 ans et réunira 16 nations. 5 équipes ont remporté le titre suprême. Les 2 Corées, le Japon, l'Espagne et la France. Notre continent sera représenté en groupe A par le Maroc avec comme adversaire le Brésil. Qualification historique pour les Lioncelles. Autre équipe, le Nigeria en groupe B qui croisera sur sa route les jeunes Allemandes. Le Nigeria a participé à la Coupe du monde féminine U17 à 5 reprises. Notre objectif principal est de rendre le Nigeria fier, de rendre les Nigérians heureux avec le billet de la qualification pour la Coupe du monde en poche. La Tanzanie sera en groupe D avec 2 adversaires de taille, la France et le Japon. La Tanzanie a réussi un gros coup lors de la manche aller du dernier tour de qualification en obtenant une victoire 4-1 aux dépens du Cameroun à Yaoundé et a validé sa qualification au retour à Zanzibar. Le match aller a été un match très difficile. Le Cameroun est une équipe très forte dans cette catégorie. Nous avons vérifié leurs points forts et le point le plus faible pour sortir gagnant de la confrontation. Enfin, la commission de la FIFA a communiqué la liste officielle des arbitres qui officieront lors de cette Coupe du Monde. 14 femmes arbitres, dont la Marocaine Bouchra Karbouri et la Mauritanienne Maria Rivet. 28 arbitres assistantes et parmi elles, 2 Marocaines, Fatia Germoumi et Soukaina Hamdi.
la Mauritanienne Quincy Victoire et l'Égyptienne Ara Atef Saïd. 3 arbitres de réserve avec la Tunisienne Dorsaf Ganouati et enfin 16 arbitres vidéo où nous retrouvons l'Éthiopienne Lydia Tafesse Habebe et la Swazi Laetitia Viana. Nous sommes ravis du retour de la Coupe du Monde féminine U17 après une pause de 4 ans due à la pandémie de Covid-19. L'impatience est donc de mise avant cette compétition importante en Inde. Nous vous rappelons que cette Coupe du Monde féminine U17 aura lieu du 11 au 30 octobre prochain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.